La Terre primitive était plutôt violette au lieu de verte. Une théorie veut que les anciens microbes utilisaient des molécules différentes de la chlorophylle pour absorber la lumière du soleil. Ces molécules ont probablement donné aux organismes vivants une teinte violette. Les scientifiques sont presque sûrs que notre planète a déjà eu 2 lunes. L'une d'elles était minuscule, elle n'avait pas plus de 1200 km de diamètre. Malheureusement, elle s'est écrasée sur l'autre lune, qui est maintenant le seul satellite naturel de la Terre. Jusqu'à récemment, il y avait un autre objet en orbite autour de notre planète. Il s'agissait d'une mini-lune temporaire appelée 2020 CD3. Ce minuscule rocher spatial, pas plus grand qu'1 mètre de diamètre, est arrivé sur notre orbite il y a plus d'1 an. Les astronomes pensent que cette mini-lune a quitté l'orbite de la Terre en mars. De 60 à 100 tonnes de poussière spatiale arrivent chaque jour à la surface de notre planète. Ces minuscules particules cosmiques sont principalement libérées par les comètes, qui sont généralement composées de poussière et de glace. Lorsque le Soleil transforme cette glace en vapeur, les poussières restantes descendent sur la Terre. Si tu regardes la Terre depuis l'espace, tu verras une planète bleue remplie d'océans. Près de 70% de sa surface est couverte d'eau et sa profondeur moyenne est de 4270 mètres. Mais si tu rassemblais toute l'eau en une sphère, elle ne ferait que 1400 km de diamètre, soit à peine assez pour couvrir le Texas. Et cela inclut toute l'eau des mers, océans, rivières, lacs, calottes glaciaires, eaux souterraines et même ces minuscules gouttelettes dans l'atmosphère. Toute l'air de la Terre, les 5140 trillions de tonnes, ferait une boule légèrement plus grosse. D'ailleurs, plus on s'éloigne de la surface, moins l'atmosphère est dense. C'est pourquoi la moitié de l'air terrestre se trouve dans les 3 premiers 5 km au-dessus de la surface de la planète. Tous les 200 000 à 300 000 ans, notre planète subit une inversion des champs magnétiques. Mais ce n'est pas un processus instantané, il peut durer des centaines, voire des milliers d'années. Nous vivons à l'intérieur du Soleil. Son atmosphère s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et même si la Terre se trouve à 93 millions de kilomètres de l'étoile, elle est toujours à la portée de l'atmosphère du Soleil. Les aurores se produisent lorsque des particules chargées provenant du Soleil sont capturées par le champ magnétique terrestre et s'écrasent dans la haute atmosphère près des pôles. La baie d'Hudson, au Canada, est une anomalie gravitationnelle. Cette région a une gravité plus faible que tout autre endroit sur Terre. Tu pèserais moins si tu te tenais sur l'équateur que sur l'un des 2 pôles de la planète. Mars n'a que 15% du volume de la Terre et moins de 10% de sa masse. Et pourtant, la planète rouge et la Terre ont presque la même masse de Terre. C'est parce qu'environ 2/3 de la surface de notre planète est couverte d'eau. L'océan Pacifique contient plus de la moitié de l'eau du monde. C'est aussi et de loin le plus grand océan. Tous les continents de la Terre pourraient facilement rentrer dans le bassin du Pacifique. Notre planète ralentit progressivement la vitesse de sa rotation. Cela se produit à un rythme effréné de 17 millisecondes chaque 100 ans. De ce fait, nos jours s'allongent, et pourtant il faudra attendre 140 millions d'années pour que la journée sur Terre dure 25 heures. L'océan sur Jupiter n'est pas fait avec de l'eau. Il est rempli d'hydrogène métallique et sa profondeur est de 40 000 km. C'est en fait presque la même chose que la circonférence de la Terre. Une année sur Mercure ne dure que 88 jours terrestres. Cette planète a également une orbite extrêmement écrasée. Sa distance par rapport au Soleil varie de 45 à 69 millions de kilomètres. Même lorsque tu es debout, assis ou couché, tu te déplaces à plus de 1609 km/h. C'est la vitesse à laquelle notre planète tourne dans l'espace. En même temps, tu ne te déplaces vraiment à cette vitesse incroyable que si tu es sur l'équateur. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que, disons, l'atmosphère de la Terre. Elle comporte également plus de 20 couches, toutes sont froides et condensées. Le méthane est un sous-produit de certains processus naturels, et ce gaz est présent dans l'atmosphère martienne, ce qui est extrêmement troublant pour les astronomes. Mars produit environ 270 tonnes de méthane par an. Les scientifiques n'arrivent pas à comprendre d'où vient ce gaz. Le continent le plus au sud de la Terre, l'Antarctique, est le 5e par sa taille, mais il contient près de 70% de l'eau douce de la planète et 90% de la glace mondiale. L'Antarctique est également considéré comme un désert. Les régions intérieures de ce continent ne reçoivent que 5 cm de précipitations par an, sous forme de neige, bien sûr. La surface de Mercure est ridée. C'est arrivé lorsque le noyau de fer de la planète s'est refroidi et s'est contracté. Les rides peuvent atteindre une hauteur de 1,6 km et s'étendre sur des centaines de kilomètres. Beaucoup de roches sur Terre ont une origine martienne. Les scientifiques ont analysé le contenu chimique de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, en Antarctique et ailleurs, et il s'est avéré que ces roches venaient de la planète rouge. La seule ceinture d'astéroïdes du système solaire que les astronomes connaissent se situe entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette région, mais ils sont extrêmement éloignés les uns des autres. Si tu devais traverser cette région, les chances de collision avec un astéroïde seraient presque inexistantes. Les 4 plus grands astéroïdes, parfois appelés planètes mineures, contiennent la moitié de la masse de toute la ceinture.
Et pourtant, le poids total de tous les astéroïdes qui se trouvent ici ne représente que 4% du poids de la Lune. Mercure est la planète la plus cratérisée du système solaire. Ces cratères portent le nom de célèbres musiciens, artistes et écrivains. La vallée appelée Valles Marineris sur Mars est 10 fois plus grande que le Grand Canyon de la Terre. L'origine de cette vallée laisse les astronomes perplexes. Après tout, Mars n'est pas une planète connue pour avoir une tectonique des plaques très active. La pression atmosphérique sur Vénus est 92 fois supérieure à celle de la Terre. Vénus a également une atmosphère beaucoup plus dense, c'est pourquoi seuls les gros météorites peuvent atteindre la surface de la planète. Les plus petites ralentissent et se défont en morceaux avant d'atteindre le sol. Notre planète a un champ magnétique grâce à un métal liquide brûlant qui circule à l'intérieur de son noyau externe. Cela crée des courants électriques qui, à leur tour, génèrent le champ magnétique. Au cours des 200 dernières années, le pôle nord magnétique de la planète s'est déplacé vers le nord sur environ 966 km. Aujourd'hui, il se déplace plus vite qu'auparavant. 64 km par an contre 16 km par an il y a plusieurs décennies. Les volcans sur Pluton, que l'on appelle cryovolcans, ne crachent pas de la lave mais de la glace. Au lieu de la roche en fusion, ils éruptent de l'eau, du méthane et de l'ammoniac. La masse de Jupiter est 2 fois plus grande que la masse de toutes les autres planètes du système solaire réunies. La Terre est la planète la plus dense du système solaire, mais cette densité varie en fonction de la partie de la planète. Par exemple, la croûte terrestre est moins dense que le noyau interne. La haute atmosphère de Saturne est divisée en plusieurs couches de nuages. Ceux qui se trouvent au plus haut sont constitués de glace d'ammoniac. Ensuite, il y a les nuages de glace d'eau. Et en dessous, des couches de glace de soufre et d'hydrogène froid. Uranus tourne sur le côté. La raison d'une position aussi inhabituelle pourrait être une ancienne et très puissante collision. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. D'ailleurs, Uranus est la seule planète qui se trouve ainsi sur le côté. Vénus tourne dans la direction opposée au Soleil. La raison pourrait venir d'une puissante collision avec un astéroïde ou un autre objet spatial. Japet, l'une des lunes de Saturne, a une couleur assez inhabituelle. Elle est bicolore. L'un de ses côtés est sombre avec une légère teinte rougeâtre, tandis que l'autre est brillant. Les scientifiques n'ont pas encore percé ce mystère. Io, la lune de Jupiter, possède des centaines de volcans actifs sur sa surface. C'est le corps le plus volcanique de tout le système solaire. La lune est couverte de lacs de lave et de plaines de roches liquides. Des panaches de soufre s'élèvent sur près de 322 km. Il faut plus de 4 heures à la lumière pour aller du Soleil à Neptune. De toutes les planètes du système solaire, Jupiter est celle qui a le jour le plus court. Il dure 9h55. Cette vitesse de rotation aussi rapide donne à la planète sa forme légèrement aplatie. Ah, la Terre, le 3e rocher en partant du Soleil, la planète bleue. Tu as compris. Son atmosphère est composée d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et d'1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, un équilibre agréable à respirer pour toute créature vivante. Le climat est également parfait pour l'existence de la vie, contrairement à des endroits comme Saturne, Mercure ou tout autre objet céleste de notre système solaire. C'est à la troposphère que nous devons tout cela. Il s'agit de la partie la plus dense de l'atmosphère de notre planète, d'une épaisseur de 8 à 14,5 km. C'est la couche de l'atmosphère qui affecte en permanence notre météo et qui assure les conditions nécessaires à la vie et à l'existence d'étendues d'eau. La Terre est tout simplement tranquille dans son orbite, à s'occuper de ses petites affaires en tournant autour du Soleil. Lorsque, bam, Vénus et Mars débarquent et gâchent la fête. Personne ne veut laisser cette pauvre Terre tranquille. Ces deux objets célestes relativement grands qui se déplacent vers la Terre entraîneront des conséquences désastreuses pour notre planète, à commencer par des changements dans la trajectoire de son orbite. Les orbites des planètes dans le système solaire doivent maintenir un bon équilibre, afin que rien ne se détraque. Ainsi, si un objet de grande taille s'approche de la Terre, il fera dévier notre trajectoire orbitale. Les planètes tourneront les unes autour des autres, ce qui provoquera de nombreuses catastrophes naturelles. Cela affectera également le rythme de notre rotation, ce qui pourrait potentiellement la ralentir. Les jours ne s'écouleront plus comme avant, mais s'étireront. Les animaux qui dépendent de la lumière du jour devront réajuster leurs horloges biologiques. Les animaux nocturnes, pour leur part, devront également trouver un moyen de faire face aux longues nuits. Les humains se sont assez bien adaptés au rythme de 24 heures par jour. Le temps lui-même n'est qu'un concept humain servant à mesurer les choses. Nous aurons du mal à dormir et à nous adapter à des journées plus longues. Les animaux marins dépendent du flux naturel des courants pour migrer dans les océans. Avec Mars et Vénus qui s'invitent à la fête, ils devront probablement aussi trouver de nouveaux chemins. Les oiseaux qui migrent vers d'autres terres au cours de l'année seront aussi désorientés et ne sauront pas quoi faire. De manière générale, la température de la Terre augmentera et d'énormes vagues de chaleur, ainsi que des changements climatiques permanents auront lieu. Cela nous amène au problème suivant, la chaleur.
L'augmentation radicale de la température transformera tout en un désert aride. Ce sera l'été toute l'année, sauf si Vénus est dans les parages. La majeure partie de la planète sera asséchée et ne sera plus propice aux cultures. Vénus est chaude. Je veux dire vraiment chaude. Même si ce n'est pas la planète la plus proche du Soleil, c'est quand même la plus chaude. Les températures sur Vénus sont proches des 480 degrés Celsius, ce qui te ferait fondre comme un glaçon. Les terres de Vénus sont généralement plates, probablement en raison des températures. Il fait surtout chaud parce que son atmosphère est épaisse et emprisonne les gaz dangereux à l'intérieur. Si Vénus se rapproche de nous, elle invitera ces gaz dans notre atmosphère et la menacera. Mars, ou la planète rouge telle que nous la connaissons, est très froide. Elle pourrait rester ainsi si elle commence à tourner autour de nous. Elle abrite par ailleurs le plus grand volcan dormant de notre système solaire, qui fait passer le mont Everest pour un ridicule grain de beauté. Avec une si grande instabilité, il pourrait bien se réveiller un jour et cracher de la lave en fusion. Mars a une atmosphère très fine qui rend la planète glaciale. Sa gravité est assez similaire à la nôtre, mais elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au niveau des pôles qui sont recouvertes de dioxyde de carbone. Il en va de même pour Mercure. On ne peut y rester que le temps de retenir sa respiration et seulement pendant la courte période de transition entre le lever et le coucher du Soleil. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres finiront par entrer en collision. C'est juste une question de temps. Et la Lune, qui traîne comme une mouche dans le décor, sera si insignifiante en comparaison que quelque chose finira par la faire dévier de sa trajectoire, à moins qu'une autre planète ne la capture dans son orbite. Ou, dans le pire des cas, elle entrera en collision avec l'une des deux planètes intruses. La Terre connaîtra des raz-de-marée sans précédent. Les deux nouvelles planètes qui tournent autour de la Terre provoqueront un déséquilibre majeur, qui rendra notre gravité incontrôlable. Chaque raz-de-marée sera plus grand que le précédent, lesquels finiront par recouvrir la terre ferme. De nombreuses petites îles éparpillées dans les océans seront complètement submergées. Les villes et autres villages côtiers deviendront l'habitat des poissons. Les pays plats, en général, auront besoin de bateaux pour s'y déplacer. Les barrages et les digues ne suffiront pas à empêcher l'eau d'entrer. Tout le monde devra migrer vers des terres plus élevées pour échapper aux inondations. Le climat étant de plus en plus chaud, les calottes polaires fondront comme de la crème glacée lors d'une journée d'été étouffante et contribueront à la montée des eaux. En quelques mois, l'Arctique tout entier sera complètement liquéfié. Mais attends, ce n'est que le début. La croûte terrestre s'usera en raison de l'instabilité de la surface de la Terre et des fluctuations de la gravité. Elle est probablement composée d'oxygène, ce qui signifie que nous marchons pratiquement sur l'air. Les tremblements de terre seront plus nombreux qu'auparavant et les volcans endormis sortiront de leur profond sommeil. Le ciel sera couvert de cendres, rendant les vols impossibles. Personne ne pourra plus voyager par la mer ou par les airs. L'importation et l'exportation ne seront plus qu'un lointain souvenir. Le climat général deviendra plus chaud, comme sur Vénus. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres et leurs énormes masses pourraient même, sans le vouloir, inviter d'autres planètes et corps célestes à se joindre à leur fête. Et si Jupiter décidait de se joindre à elle ? Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Pour t'en donner une idée, la Terre serait comparable à un raisin si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket. Elle possède également la plus grande tempête que nous puissions observer. Il s'agit de la Grande Tache Rouge, un endroit 2 fois plus grand que la Terre, où des tempêtes semblables à des ouragans se produisent depuis des centaines d'années. Lorsque tu auras fini de regarder cette vidéo, tu peux t'attendre à ce que la tempête soit toujours là. Comme cette planète est énorme, la gravité doit y être assez forte. Elle a aussi beaucoup de lunes, dont certaines d'entre elles sont comparables à notre petite Terre. Il n'y aura plus le moindre espace libre parmi les planètes. Les lunes de Jupiter seront déviées de leur trajectoire et se heurteront à d'autres planètes alentour. Certaines de ces lunes pourraient entrer en collision les unes avec les autres, provoquant le déferlement d'énormes débris un peu partout. La gravité du groupe de planètes attirera des comètes qui entreront dans l'atmosphère et risqueront de s'écraser sur nous. Les niveaux d'oxygène s'épuiseront et l'effritement de la croûte terrestre se poursuivra. La couche d'ozone sera de nouveau percée, ce qui provoquera l'entrée dans notre atmosphère d'une grande quantité de lumière ultraviolette. Nous ne pourrons pas mettre le nez dehors trop longtemps sans équipement de protection ni réservoir d'oxygène. Notre civilisation changera radicalement. Nous vivrons tous dans des conteneurs abrités, qui fourniront un air pur et des rayons de soleil filtrés. Les abris seront suffisamment robustes pour résister aux fréquents tremblements de terre. Nous ferons pousser suffisamment de cultures pour subvenir à nos besoins, du moins jusqu'à ce que nous quittions la Terre. Comme ce n'est qu'une question de temps avant que les planètes n'entrent en collision,
L'étape suivante consisterait à créer de grandes fusées pour nous faire quitter la Terre. Avec Mars, Vénus et Jupiter qui tournent près de nous, ce ne sera pas facile. Tous ces débris spatiaux nous empêcheront de sortir de la zone spatiale. Le seul endroit sûr en dehors de cette région sera à plusieurs millions de kilomètres, où il n'existe que des planètes isolées. Elles pourraient, ou non, réunir les conditions nécessaires pour accueillir la vie, mais les humains devront disposer de la technologie nécessaire pour atterrir sur n'importe quelle planète, pourvue d'une gravité similaire, et y construire les abris adéquats. Au final, Mars, Vénus, la Terre et Jupiter entreront en collision les unes avec les autres et se briseront comme des œufs, comme une grosse omelette spatiale, sans oublier les lunes qui s'écraseront et se briseront dans le mélange. Mais nous serons déjà loin, très loin d'ici là, enfin, avec un peu de chance. Tu es au beau milieu du Sahara. Tu vois une énorme cible rouge au sol. Sa surface est si chaude que tu pourrais y faire frire des aliments. Une goutte d'eau est censée toucher le centre de cette cible à la vitesse de la lumière. Théoriquement, comme techniquement, cette expérience est impossible à réaliser. Mais si elle se produit, alors un mystérieux néant nous attend. Et chaque version de ce néant sera différente. Nous allons donc envisager 3 scénarios. Première option, il est préférable de le faire depuis une grande hauteur ou depuis l'espace. Tu décolles avec un jetpack dans la stratosphère. Tu as une bouteille d'eau à la main. Tu fais tomber une goutte. Elle commence à accélérer. Dans ce cas, même à faible vitesse, une goutte d'eau se consumera dans les couches protectrices de l'atmosphère. En moins d'1 seconde, la goutte se transformera en vapeur. Imaginons que notre planète n'ait pas de protection telle que l'atmosphère. La résistance de l'air se débarrasserait quand même de la goutte. La goutte vole vers le bas à une vitesse phénoménale. Le vent froid la transforme en glaçon. Plus la vitesse de la goutte est élevée, plus la résistance de l'air est forte. La goutte se déplace de plus en plus vite, atteignant bientôt la vitesse du son. Ensuite, elle se brise en milliers de petites particules. Dans ces conditions, la goutte ne pourra jamais atteindre la Terre à la vitesse de la lumière. Rien ne se passera, car rien n'arrivera à la cible. La tentative suivante consiste à modifier la goutte. L'oxygène, le dioxyde de carbone, l'ozone et les autres gaz présents dans l'atmosphère détruisent tout objet qui tombe. Mais que se passe-t-il si la goutte ne rencontre pas ces obstacles ? Tu transformes chimiquement la structure interne de l'eau, tu enfiles à nouveau ton jetpack et tu attrapes une bouteille d'eau. À la hauteur de l'orbite de la Terre, tu l'ouvres et fais tomber une goutte. Elle accélère et il n'y a aucune résistance. Elle traverse les couches les plus chaudes de l'atmosphère mais ne brûle pas. Elle passe la température de congélation mais ne gèle pas. Elle vole vers le sol en atteignant la vitesse de la lumière et s'écrase mais rien ne se passe. La goutte a acquis les propriétés d'une particule de lumière, un photon. Ce n'est que dans un tel état qu'elle pourrait atteindre la vitesse dont nous avons besoin. Aucun objet ayant une masse, que ce soit une voiture, une maison, une feuille d'arbre, une fourmi, un cheveu, un grain de sable ou une molécule, ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Seules les particules de lumière en sont capables puisqu'elles n'ont pas de masse. Une goutte intangible tombe donc au centre de la cible et là encore, rien ne se passe. Troisième option, les scientifiques ont trouvé un moyen d'accélérer une goutte à la vitesse requise. Ils doivent également modifier la composition moléculaire de l'eau, la rendant plus résistante aux températures extrêmes. Pour que la goutte atteigne la vitesse de la lumière sans aucun dommage, tu dois la placer dans un vide parfait. Pas de résistance de l'air, pas de couche protectrice de l'atmosphère. Il ne reste que l'espace et l'eau. Pour cela, les scientifiques doivent construire un long tuyau. Au centre du Sahara, autour de la même cible, on crée un complexe scientifique. De là, le tuyau doit monter. Sa hauteur correspond approximativement à la distance qui mène à la Station spatiale internationale, c'est-à-dire 408 km, ce qui correspond à peu près à la hauteur de 50 fois l'Everest. Tu ne peux pas connecter le tuyau à l'ISS elle-même car elle est en mouvement permanent. Elle tourne autour de la Terre, effectuant une révolution en 90 minutes. C'est pourquoi les astrophysiciens et les ingénieurs doivent construire une petite station conçue pour une personne. Et cette station doit se déplacer parallèlement à un seul point sur le sol. Le tube à vide est fait de matériaux inoxydables solides pour que la pluie et les hautes températures ne puissent pas le détruire. À l'intérieur, c'est un alliage de titane et de graphène, le métal le plus durable sur Terre. Le tube est construit horizontalement. Puis, à l'aide de plusieurs hélicoptères et de câbles, il est placé en position verticale et attaché à une petite station spatiale. Le tuyau est équipé de petites pompes qui la vident de l'air et bloquent son passage à l'intérieur. La goutte d'eau ne doit pas toucher les parois.
C'est pourquoi il y a une couche spéciale de plaques de gravité. Elle repousse l'eau loin des parois du tuyau en utilisant le magnétisme et les ondes sonores. Tu enfiles un jetpack et t'envoles vers la station avec une bouteille d'eau améliorée et durable. Tes mains tremblent d'excitation. Ta respiration est bruyante dans ta combinaison spatiale. Tu ouvres la bouteille, l'inclines légèrement et en verses une goutte dans une boîte spéciale. Dans ce récipient, la goutte se charge de l'énergie nécessaire pour développer la vitesse de la lumière. Maintenant, elle est prête pour le voyage. Tu regardes la boîte, tu fermes les yeux et tu appuies sur le bouton de lancement. La goutte est propulsée dans le tuyau à grande vitesse. À cause de la puissante onde de choc, la station entière est projetée sur le côté. La goutte accélère et à ce moment-là, le tuyau, constitué des métaux les plus solides de la Terre, commence à fondre comme de la glace. Il y a tellement d'énergie dans l'eau maintenant que cela suffirait à fournir de l'électricité à une petite ville. Et maintenant, la goutte atteint la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Le tuyau se transforme en poussière. Peu importe si la goutte touche le sol ou non, il n'y aura plus rien. Littéralement tous les objets matériels, voitures, maisons, champs, océans, ordinateurs, avions, bateaux, fleurs, arbres, disparaîtront. Les choses intangibles comme le gaz, l'air, les ondes radio, le rayonnement électromagnétique, les milliards de téraoctets d'informations numériques, tout cela aura également disparu. Tout son, cri, musique, sonnerie de téléphone sera impossible à créer ou à entendre. La lumière disparaîtra et l'obscurité sera totale. Mais rembobinons et voyons ce qui s'est passé exactement. C'est impossible puisqu'il n'y a plus de temps non plus. Imagine le temps comme une rivière tumultueuse qui coule rapidement dans une direction. Puis cette rivière tombe dans un puits sans fin et disparaît complètement. Tout cela est arrivé parce qu'une goutte d'eau s'est écrasée sur notre planète à la vitesse de la lumière. Dès qu'une goutte commence à s'approcher de la vitesse nécessaire, elle perd ses propriétés d'eau. C'est maintenant l'objet le plus puissant et le plus lourd de l'univers. L'énergie qui en émane détruit tout sur des centaines de milliers de kilomètres. Le béton, le sol, les rochers, tout disparaît. Dans la première seconde, tout se brise en millions de petits morceaux. Puis ces morceaux sont déchirés en millions de particules encore plus petites. Les molécules se consument. Imagine une carte du monde en papier. Si tu la mouilles et la déchires, elle se transformera en bout de papier mouillé. Si tu la brûles, une partie de la carte se transformera en cendres et l'autre partie s'envolera simplement dans les airs sous forme de fumée. La carte restera, mais elle ne sera plus jamais la même. Mais si tu détruis les molécules de la carte, on peut dire que la carte n'a jamais existé. Il n'y a aucune trace de son existence. La même chose arrive à notre planète. L'énergie provenant d'une goutte d'eau fait comme si la Terre n'a jamais existé dans l'espace. Et maintenant, la goutte dépasse la vitesse de la lumière. Un trou noir commence à évoluer. Il se dilate et absorbe tous les débris spatiaux. Puis la Lune. Bientôt, ce sera le tour de Mars et de toutes les autres planètes de notre système solaire. Le trou noir se dilate et sa force de gravité augmente. Avec les planètes, il absorbe la lumière. Il se rapproche de plus en plus du Soleil. Notre étoile se divise en bandes de lumière comme si elle était passée dans une énorme broyeuse cosmique. Le Soleil explose et recrache une quantité incroyable d'énergie. On pense que les trous noirs apparaissent après l'explosion des étoiles. En ce moment, toute l'énergie solaire est absorbée par notre trou noir. Il fait complètement noir. La lumière des étoiles lointaines tombe directement dans l'infini supermassif. Les météorites, volant dans un rayon de centaines de milliers de kilomètres autour, sont également dévorés dans l'inconnu. Il existe de nombreux trous noirs dans l'espace, mais un seul d'entre eux a été créé par une petite goutte d'eau. Plus la vitesse d'un objet est élevée, plus il devient lourd. La masse est la quantité d'énergie que possède un objet. Lorsque les molécules d'eau atteignent la vitesse de la lumière, leur masse commence à augmenter. Et il n'y a pas de limite à cela, elle devient infinie. Une masse infinie forme un trou noir. Il absorbe tout et personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne reste que l'obscurité et la force inimaginable de la gravité. Donc, il faudrait probablement ne pas faire cette expérience, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas faire un volcan de bicarbonate de soude à la place?